Bonjour tout le monde. Alors, l'objet de la communication d'aujourd'hui, c'est l'incidence des idées d'Ismaël Urbain dans les années 80-90, 1900, disons. Ça a déjà, l'occasion a été abordée par, le premier qui l'a abordé, c'est Charles-Robert Ageron, naturellement, dans sa thèse d'État, publiée en 68, est consacrée aux Algériens musulmans et la France de 71 à 19. Nous faisons la moitié. En 2 volumes. Je renvoie pour ceux qui veulent regarder ça, il y a un excellent résumé par André Nouchy, qui est accessible en PDF. C'est un travail qu'a fait André Nouchy dans les Annales, donc c'est bon, en 75. Donc c'est ce travail que nous allons emboîter le pas aujourd'hui. Dans le premier volume de cet ouvrage, Charles-Robert Ageron consacre un chapitre entier aux indigénophiles, ce qui était pour certains une injure, une insulte, et leur action de 71 à 91. Et là, on est dans notre sujet, quoi, exactement. Et c'est là qu'il dédie 18 pages à Urbain, qu'il présente, je cite, comme un apôtre de l'Algérie franco-musulmane. Vous avez tout de suite remarqué que l'expression a été reprise par notre ami Michel Levallois dans le second tome de sa biographie d'Urbain. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, dans ces murs. Cela vient après les pages écrites par Marcel Émérite en 1941, dans son ouvrage « Les Saint-Simoniens en Algérie », qui donne d'ailleurs une idée de l'homme assez dévalorisante. À partir de sa correspondance dans les années 1832-1840, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Il s'agit donc avec Ageron d'une véritable exhumation de l'œuvre d'Urbain. Et il a eu accès pour ça à une documentation assez vaste. Il utilise d'abord les deux autobiographies qui ont été publiées qui seront publiées après sa thèse par Anne Levallois, et ensuite l'œuvre journalistique d'Urbain, les lettres d'Algérie, surtout après les années 70. Alors de 71 à 84, on a dans les débats, le journal Les Débats, mais le succès des premières correspondances a fait qu'il a eu une commande dans La Patrie en 75, il a fait 8 lettres, je crois, et surtout dans La Liberté d'Isaac Pereire, de 76 à 80, il a rompu parce qu'il n'arrivait pas à s'entendre. On essayait de le faire passer sous des fourches codines. Et plus intéressant encore, complètement inédit, le travail, il a été un des premiers à utiliser la correspondance d'Echtal à Urbain pendant cette période. Et il en tire la conclusion que Urbain devient une figure incontournable de l'histoire de la colonisation de l'Algérie. Ça vient de lui, ça, ce qui n'est pas rien. Alors, pour comprendre l'héritage d'Urbain dans cette période, il faut quand même rappeler les circonstances. L'Empire chute en 1870 avec la défaite de Sedan, et c'est l'instauration en septembre de la Troisième République. Et les positions d'Urbain, à ce moment-là, sont largement exprimées dans la presse. Alors j'ai dit dans les débats, le cousin du directeur lui avait conseillé d'y aller mollo, de faire des compromis,
sérieux sur l'opinion, qui pouvait pas dire trop, etc. Il est plus libre dans la liberté d'Isaac Pereire, mais il reste quand même dans un esprit très minimaliste. Pour dire la chose en une phrase, pour le paraphraser, il dit « J'aimerais que la situation des musulmans en Algérie puisse être comparée à celle des chrétiens en Empire ottoman. » C'est-à-dire, il ne demande pas grand-chose. Parce qu'elle était évidemment tout à fait inférieure et catastrophique. Alors, la Troisième République rompt tout de suite avec la politique dite du royaume arabe, théorisée dans la lettre de l'empereur du 6 février 63 au maréchal Pélissier. Ce maréchal Pélissier qui en voulait, il y en a vu qu'il y avait une dent contre Urbain, ce circoncis, ce renard à la queue coupée, vous voyez qu'il y avait des belles images pour le donner, et qui se définit ainsi: les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. Ça, c'est... Alors, si cette déclaration correspond en général, grosso modo, aux intentions d'Urbain, aux vues d'Urbain, que Napoléon III lui avoue avoir pillé dans son ouvrage de 61, qui n'était pas tout à fait de lui, d'ailleurs, la mise en pratique de cette politique ne le satisfait pas du tout. Ça, c'est important de le dire, parce que aujourd'hui, on répète que Urbain, le conseiller de Napoléon III, d'ailleurs même pas pour l'Algérie, pour tout, donc il a fait passer ses idées pas du tout. On pourrait dire que il est très insatisfait, parce que cette politique était honnie par la hiérarchie militaire, notamment, d'abord par le maréchal Pélissier, et puis son successeur, MacMahon, nommé gouverneur en 64. Et d'ailleurs, cette politique officielle s'est effacée carrément dans les dernières années devant les besoins de soutien de l'armée qu'éprouvait Napoléon III. Il a sacrifié sa politique arabe, son royaume arabe, disons, en son soutien par la hiérarchie militaire. On le comprend, le pauvre. il avait du boulot. Alors, voilà ce que dit Urbain, par exemple, dans une lettre à Léon Hugonnet, qui est le frère d'un ami, Ferdinand Hugonnet, qui était dans les bureaux arabes, et qui était un ami d'Urbain. Et ce Léon Hugonnet, je viens de m'apercevoir qu'il a passé 2 ans en Algérie quand même. Donc il a dû connaître Urbain en Algérie, ce serait étonnant, en 67-68. Il sort son livre en 69 et il en envoie un exemplaire. Alors, je ne vais pas répéter, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, il annonce carrément dans ce livre que la conquête est un crime et la colonisation est un crime. Il n'y va pas par 4 chemins. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une lettre là, où il écrit en 72, puisqu'il est, comme il était commandant d'un bataillon, capitaine d'un bataillon de la commune, il a été condamné, il s'est exilé en Suisse, et en 72, il écrit que, du point de vue international, la conquête de l'Algérie est injustifiable. Donc c'est pas rien. Et Urbain a parlé avec lui normalement, c'est-à-dire c'était normal pour lui qu'on puisse dire des choses comme ça, il n'était pas choqué. Voilà ce qu'il dit. Les mesures qui ont été exécutées, comme le Senatus Consul sur la propriété arabe, l'ont été dans le but plus ou moins clairement avoué de satisfaire les colons et de tout faire pour tourner à leur avantage. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment satisfaits. Or, il a été consulté pour ce Senatus Consul. Le second, 65, sur la nationalité, c'est sur son insistance et au moment de partir à Alger, en catastrophe, qu'il a eu une audience auprès de la commission qui a duré quelques minutes et dont on n'a pas tenu compte. Donc on ne peut pas dire qu'il en soit, qu'il y ait participé.
quoi qu'on en dise aujourd'hui. Alors, d'un point de vue, comment se pratique cette politique française sous la Troisième République? D'abord, du point de vue de la propriété dite indigène, il y a la loi Varnier de 73 qui démonte le Senatus Consul, déjà qui donnait pas grand-chose, dont Urbain vient de parler, le Senatus Consul de 63, et qui accusait Urbain. Varnier, il a été avec Duval, un des, ils ont pris Urbain comme bête noire dans les années 60, et il l'accusait de favoriser la propriété féodale, la propriété collective, etc. Donc, il fallait absolument la propriété privée. Alors, ils ont fait une loi dans ce sens. Mais ça n'a pas suffi à la Troisième République, parce qu'en 83, on s'est dit, la loi Varnier, c'est pas assez, il faut y aller à fond. Et puis en 87, il y aura encore une loi qui est plus radicale et qui permet d'utiliser tous les biens communaux. En gros, en France, on aurait dit les biens communaux, et notamment les forêts qu'on interdit d'accès aux Algériens, et ce qui provoque des catastrophes économiques. Alors là, on pourrait dire, on a eu, avec la Troisième République, des lois spoliatrices généralisées, sans parler du séquestre des biens des tribus qui avaient participé à l'insurrection de Mokrani en 71, et le séquestre qui correspond à peu près à la superficie cultivable de 5 départements français, c'est pas rien, et c'est pas les plus mauvaises terres, hein, dans la région de l'Est. Donc, tout était prêt pour la colonisation à grande échelle qui n'existait pas jusque-là. En 70, on a 170 000 Européens, donc même pas la moitié sont des Français. L'émigration française n'allait pas en Algérie, elle allait en Argentine, elle allait aux États-Unis, mais à quoi bon aller dans un pays en guerre, hein, franchement. Et d'abord il y a les Alsaciens qu'on envoie, et puis la colonisation commence vraiment. Pendant les 20 années qui suivent 70, on peut dire que c'est là, après ça s'arrête. Mais ça a peuplé ce qu'on a appelé le peuplement européen de l'Algérie, c'est là. Tout était prêt pour donner le maximum de terre. J'en reparlerai tout à l'heure, il y aura on a essayé quelque chose de plus, qui n'a pas marché. Alors, sur le plan des impôts, les Algériens paient les impôts traditionnels. Dans l'Est, c'est toujours le régime ottoman, les impôts ottomans. Et dans l'Ouest, où il y a eu l'émirat d'Abdelkader, il a réformé complètement les impôts, il les a modernisés, et c'est le régime d'Abdelkader qui tient. Donc les Algériens paient l'impôt comme d'habitude. Mais les Français ont mis en plus ce qu'on appelle des centimes additionnels, qui au fond étaient beaucoup plus que des centimes. Et des impôts qui vont dans les caisses des communes. Des communes qui ont intérêt à assimiler à elles, à obtenir des droits dans leur circonscription pour que les Arabes, les Algériens paient des impôts en contrepartie de rien du tout. Notamment pour le culte, par exemple, pour montrer un peu ce qui se passe. Le coût du culte islamique en 1900 revient à 1% des dépenses faites pour le culte protestant. Vous imaginez s'il y avait beaucoup de protestants en Algérie. Donc, c'est-à-dire rien. Rien du tout. Comme l'a dit Urbain dès 1976, on a revendiqué les revenus du culte islamique, puisqu'on avait saisi tous les biens abous, c'est-à-dire les biens de donation, qui finançaient les mosquées, l'enseignement, etc. Et on a répudié ces charges. C'est clair. Pas de contrepartie. En plus de ça, il y a eu la corvée.
Parce que ces villages algériens étaient soumis à la corvée pour faire les routes, pour faire des routes qui servaient pas aux douars, qui servaient à la colonisation. Donc c'est une véritable, la charge qui pèse sur les épaules des Algériens est terrible, surtout quand ils ont été déplacés, expropriés, mis sur des terres incultes, où leurs revenus sont faibles, donc il y a une véritable misère. Sur les droits politiques maintenant, les droits politiques, le plan, toute considération des droits des indigènes est envisagée par la politique dite du royaume arabe est pratiquement liquidée. Il n'y a plus rien. Par exemple, si le Senatus Consul de 66 donnait des droits dans les communes, j'ai oublié, j'arrive plus à retrouver le terme, mais on verra. Il participait dans les communes où ils étaient avec des Français. Ils étaient un appendice des communes françaises. C'était des communes mixtes. Non, c'était plus que mixte. C'était bon, ça viendra. Ils ont droit à une représentation dans les conseils municipaux. Urbain s'est battu aussi pour qu'ils aient une représentation dans les conseils généraux. Il a vraiment bataillé pour ça. Et Michel de Valois consacre quelques pages à cette bataille en 69. Mais pour Urbain, c'était le minimum du minimum. Pour reconnaître des droits au bout duquel il devait y avoir, au bout du chemin, selon lui, la citoyenneté. Mais il se posait la question, comment se fait-il que dans les Antilles, dans les anciennes colonies françaises, qu'on a libéré de l'esclavage, il y ait des droits liés à la citoyenneté, alors que dans la colonie d'Algérie, qui se veut en plus départementalisée, alors que aux Antilles on n'a pas des départements, eh bien il n'y a aucun droit. Donc c'était le minimum. Et Michel de Valois, d'ailleurs, parle à ce propos d'un statut, c'est bien, à mon avis, la formule, je ne l'avais pas remarqué, mais elle est vraiment intelligente, des citoyens français de l'Algérie. Et il se bat pour que, au moins, les Algériens aient une citoyenneté en Algérie, puisqu'il n'y a rien. On ne parle pas de la citoyenneté en France, en Algérie. Donc la précision, là, est importante quand même. Alors, je viens d'évoquer, alors il le fait dans un colloque tenu en 2012 au Sénat, qui était intitulé « Comprendre le passé pour mieux préparer l'avenir ». Et il participe à une table ronde qui est sur la question de l'assimilation. Assimilation et colonisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans ce Sénat, toutes les questions qu'on parle aujourd'hui, elles sont traitées. Alors, pourquoi refaire tous les 10 ans la même chose? On le sait, on connaît. Le diagnostic, le passé, on le connaît, il est étudié, il y a eu des quantités de livres, mais c'est comme si ça servait à rien. On recommence et on va encore faire des colloques dont les résultats vont aller dans les archives, donc qui servent à rien. C'est fait pour faire plaisir peut-être à quelques, comme on dit aujourd'hui, décoloniaux, des wokistes, enfin voilà, un peu. Non. Bien. La Troisième République n'hésite pas à réduire, alors du point de vue des droits politiques, elle n'hésite pas à réduire les droits, justement, qui avaient été donnés aux élections en Algérie. Dans les conseils municipaux, dans les conseils généraux. On supprime l'essentiel des représentations par un décret de 7 avril 84. Et puis le plus important, c'est qu'elle systématise aussi par la loi du 28 juin 81 un régime répressif
discriminatoire pour les Algériens, un régime administratif qui donne aux maires des pouvoirs de sanction, des pouvoirs de peine, et les communes de plein exercice. Voilà, c'est ça là, que je cherchais tout à l'heure, les fameuses communes où les Algériens des douars sont annexés pour servir, pour alimenter les revenus des communes de plein exercice. Alors donc, cette loi de juin 88 qui reprend tout le code répressif qui s'appelle le code de l'indigénat. Il ne suffit pas à définir le régime de l'indigénat, qui est quelque chose de plus vaste, mais il est le volet répressif de ce régime. Le résultat de la politique algérienne donc suscite ce jugement d'Urbain. Je regarde la date, en 82. On ne se douterait pas que l'Algérie appartient à une grande nation civilisée, régie par le suffrage universel, dont les institutions ont pour base la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous en sommes encore à la République des Grecs, où il y avait des citoyens dotés de tous les droits et des esclaves, des ilotes, comptés pour rien dans le règlement de la chose publique. Bon, alors s'il était satisfait de la loi sur la nationalité de 65, ça se saurait. Bien. Alors, sur le plan politique et administratif, maintenant, que fait la Troisième République? Alors là, la République triomphante finit avec le concept du royaume arabe, c'est-à-dire de l'association qu'on accuse, et elle instaure un gouvernement civil. Alors, il peut paraître curieux qu'Urbain était contre le gouvernement civil. Il était pour un gouvernement militaire. Alors, il s'en explique dans son autobiographie. Je n'ai pas retrouvé l'endroit, mais je cite à Geron. Il explique qu'il préférait le régime militaire au régime civil parce que le parti militaire, même s'il avait énormément de défauts, pour lui, faisait souvent contrepoids aux volontés des colons. Donc c'est la question des bureaux arabes, par exemple. Ici résolu pourtant en 82, lorsqu'il fut instauré, on verra après, et quand il constata la dégradation de l'activité des bureaux arabes, qui pour lui ont perdu de vue, c'est lui qui le dit, les progrès matériels des tribus. Il n'est pas. Alors, la Troisième République, elle a un autre aspect dans le gouvernement civil et politique de rattachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusque-là, les différents services dans les différentes communes, départements, etc., étaient rattachés au gouvernement d'Alger. Donc, le gouvernement d'Alger, qui était le gouvernement militaire, était le médiateur de la politique française. Là, les différents services sont tous, un par un, rattachés directement au ministère à Paris. Alors on pourrait se dire, c'est bien, c'est rattaché à la métropole où les métropolitains sont moins défavorables aux Algériens que les colons. Eh bien pas du tout. Imaginez dans un ministère, vous avez une petite pincée de problèmes de l'Algérie dans une grande masse de problèmes français. Donc ça devient complètement marginal, il n'y a aucun intérêt à part. Et là, les administrateurs sont en proie à la pression des députés et des sénateurs algériens qui font le forcing et qui arrivent la plupart du temps, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ces pauvres fonctionnaires, chefs de bureau, de sous-bureau, etc., qui connaissent rien à ce qui se passe en Algérie. Et donc, cette politique des rattachements, et là, elle dit exactement le contraire de ce qu'on entend, c'est une aggravation de la situation des Algériens. Voilà ce qu'explique Urbain à travers la presse. Et il écrit par exemple, en 83, « La vérité n'est ni l'assimilation ni les rattachements qui annihilent l'unité de direction
et subordonne l'action du gouvernement général aux volontés des sénateurs et des députés. Un gouvernement général avec de très larges attributions est indispensable pour diriger et surveiller l'application d'un programme politique à l'égard des indigènes. J'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, cette politique, parce que cette politique d'assimilation de la Troisième République cache une imposture. Finalement, elle donne à voir à l'opinion métropolitaine autre chose que la réalité. Chacun pouvant prendre le mot comme il l'entend, le malentendu est parfait. Dans la démocratie en Amérique, Tocqueville explique à un moment que derrière les mots abstraits sont comme une caisse à double fond. Derrière le mot où on entend quelque chose, les autres, il faut aller chercher ce qui se cache derrière. Or, ce qui se cache derrière la politique d'assimilation, c'est l'assujettissement total des populations indigènes. Pour dire exactement comme le fera, j'essaie de retrouver sa phrase, Paul Bert, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement, avant Jules Ferry, c'est-à-dire quelques mois dans le gouvernement Gambetta, il explique qu'il faut exiger de façon étroite des Algériens l'assimilation la plus étroite, et que s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils disparaissent. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, il a une réputation aujourd'hui on dit avec des guillemets racialistes, je pense que c'est un peu faible. Il faut lire les instructions qu'il donne pour les écoles. C'est quelque chose d'assez, ça restera dans le florilège de la République impériale et carrément raciste. Alors, je vais simplement, pour montrer ce double fond, quand on est en France, on ne s'en aperçoit pas, puisqu'on dit assimilation, oui, tout le monde est pour l'assimilation, les droits pour tout le monde. Alors, si on voit par exemple Maupassant, Guy de Maupassant, qui fait un reportage pour Le Gaulois en 81. Voilà ce qu'il dit. Alors, il va dans le sud, notamment à Gelfa, où le seul mot qu'il entend chez les colons, c'est extermination des Arabes. Même pas refoulement dans le désert, puisqu'on n'est pas là, c'est extermination. Il l'écrit dans une autre lettre. J'en cite une autre ici. Nous n'avons à Paris aucun soupçon de ce qu'on pense ici. Nous nous imaginons bonnement que l'application du régime civil est l'inauguration d'un régime de douceur. Donc, là. C'est au contraire, dans l'espérance de la plupart des Algériens, c'est-à-dire les colons, le signal de l'extermination de l'arabe. Donc c'est quand même assez fort. Les journaux les plus hostiles au système des bureaux arabes publient à tout instant des articles avec des titres comme celui-ci, « Plus d'arabophiles », ce qui équivaut à ce cri « Vive les arabophages ». Le mot d'ordre est, là il le répète, « extermination ». La pensée, « ôte-toi de là que je m'y mette », qui parle ainsi des Algériens d'Alger qui dirigent les affaires à la place du gouvernement. Ils n'ont point vu d'autres Arabes que ceux qui leur cirent les bottes. Ils font de la colonisation en chambre et de la culture en gandoura. Bon, c'est quand même assez violent, hein. Et voilà ce qu'on découvre dès qu'on sort de Paris, de la France, de la métropole. Et là-dessus, Michel a apporté une belle précision dans ce congrès de ce colloque de 2012, parce que il précise la notion d'assimilation. Il dit qu'il faut distinguer 3 types d'assimilation. On approche de la vérité. 3 éléments. L'assimilation territoriale, c'est-à-dire les départements, sans voir que les départements, c'est un peu comme aujourd'hui dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Vous avez des colonies qui ont les pleins droits pour les Israéliens, et puis à côté, vous n'en avez aucun. Et c'est une peau de léopard, parce que vous avez des communes mixtes, vous avez des communes indigènes, vous avez toutes les situations. Et qu'en dehors de ces départements, c'est le régime militaire. Donc on a au moins 4 situations différentes. Alors que nous, on apprend à l'école que l'Algérie était divisée en 3 départements.
Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passait. Alors, il distingue l'assimilation territoriale et l'assimilation personnelle. C'est celle dont parlait Paul Bert, naturellement. Et là, il faut distinguer entre l'assimilation civique ou civile et l'assimilation personnelle. Donc voilà, et quand on prend ça comme grille de lecture, on commence à y voir un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qui se passe après Urbain? Tout à l'heure, Philippe a parlé d'Urbain après Urbain, c'est ça que ça donné l'expression, c'est marrant, j'ai trouvé la même. Donc voilà, les grands esprits se rencontrent. Les positions d'Urbain ont influencé l'opinion par plusieurs canaux. Celui du grand économiste Paul Leroy-Beaulieu, collaborateur du journal des débats, celui d'Émile Masqueret, qui connut Urbain en 83 et l'admira, et prit l'année suivante sa succession dans les colonnes des débats, et par son truchement, Jules Ferry, qui était son ami. Non, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Alors, Paul Leroy-Beaulieu. Paul Leroy-Beaulieu est né en 43, donc il a 20 ans de moins qu'Urbain, dans une famille de notables orléanistes. Il reprend en 73 le titre L'Économiste français, fondé par Jacques Duval, le copain d'Auguste Varnier, qui a combattu Urbain, et qui est considéré comme... Bon. En 78, il succède à son beau-père, Michel Chevalier, au Collège de France. C'est la chaire d'économie politique, hein, et il est membre de l'Académie des sciences. Il est par ses ouvrages, notamment de la colonisation chez les peuples modernes, qui connut plusieurs rééditions jusqu'à 1908, considéré comme un théoricien de la politique coloniale. Enfin, et il l'est. Alors, c'est très intéressant. Leroy-Beaulieu, bon, j'ai dit, il collabore avec... il collabore au journal des débats, et donc il lit, il écrit, on voit bien, un jour c'est un article d'Urbain, une semaine, la semaine d'après on a Leroy-Beaulieu. Il ne peut pas l'avoir lu, d'ailleurs il le dit, mais il le dit avec, en choisissant ses mots. Il dit par exemple, la question du régime civil et du régime militaire que l'on agite tant, comme le disait il y a quelques jours un de nos collaborateurs, c'est comme ça qu'il appelle Urbain, pas plus. Les derniers gouverneurs généraux militaires administraient civilement, nos agents civils actuels administrent militairement les Arabes. Donc c'est, comme on dirait dans le jargon, colonial, kiff-kiff. Il se sert d'Urbain, sans le dire. Et d'ailleurs, quelque part, Masqueret le dit, qu'il reprend les idées d'Urbain sans le dire. J'ai pas retrouvé. Donc les procédés sont restés absolument les mêmes. Le véritable esprit civil, c'est celui qui se préoccupe d'élever les administrés, de les émanciper, de leur communiquer de l'initiative, de leur indiquer, de leur suggérer les progrès réalisables, etc., etc. Bon, c'est la position d'un libéral, disons. C'était l'époque où Urbain commençait à désespérer quand on l'écoute un peu dans le journal des débats, avec tout ce qu'il faisait. Et heureusement qu'il y a le patron du journal des débats, le directeur, qui lui dit dans des lettres que ces lettres sont très appréciées de la clientèle politique du journal. Et Dechtal, à cette époque, on est en septembre 81, lui dit, vous avez certainement noté dans les débats ce que Montferrier c'est un des rédacteurs du journal des débats, Guillaume-Henri Granier dit Granier de Montferrier, et Paul Leroy-Beaulieu ont dit de vos articles. Bon, bref, là c'est relevé. Leroy-Beaulieu reprend les critiques faites par Urbain sur le sort des indigènes,
la politique algérienne subordonnée exclusivement aux intérêts des colons. Mais il a une vision, il place cette critique dans une vision qui n'est pas celle d'Urbain. Il est en même temps pour l'expansion coloniale, pour des raisons économiques. Avant lui, Sismondi avait justifié la conquête d'Alger en 1830 pour des raisons économiques. Lui, il reprend ça avec une argumentation libérale beaucoup plus vaste que Sismondi. Des raisons stratégiques, c'est important, alors que les Saint-Simoniens disaient que la France n'avait pas besoin de colonies. Par exemple, c'est ce que faisait, comment s'appelle-t-il, Émile Barrault, dans son bouquin dans ses interventions en 32, par là, il disait que la France n'a pas besoin de colonies, elle n'est pas comme l'Espagne, elle n'est pas comme l'Angleterre, elle a suffisamment de choses chez elle, elle n'a pas besoin de colonies. Non, là on dit, elle a besoin de colonies. Sismondi, parce que c'est résoudre le problème de surproduction, notamment de la population, ce qui est faux, ce qui s'est avéré faux, d'ailleurs. Et lui, il ajoute des raisons stratégiques, c'est-à-dire pour tenir la place dans l'échelle géopolitique. Et des raisons civilisationnelles, et là on reprend Renan qui le formule très bien à l'époque. D'ailleurs, Ageron dit que Jules Ferry a repris les mêmes mots que le roi Beaulieu, mais c'est Renan qui l'explique. Renan l'explique avant qu'un grand pays aujourd'hui doit coloniser pour des raisons stratégiques et pour des raisons civilisationnelles. C'est ce que reprend, on sait, Jules Ferry dans son discours de 85. Bon. Et en même temps, il est pour la généralisation de la propriété privée, à la différence d'Urbain. Donc ça permet la colonisation. Et en même temps, alors il est presque macronien, en même temps, il crée avec Ferdinand de Lesseps, Victor Schœlcher et je ne sais pas quel l'autre larron, en 83, une société protectrice des indigènes en Algérie, qui va s'opposer au plan des villages stratégiques conçus par le gouverneur Tillman, qui voulait 50 millions, qui faisait une souscription de 50 millions pour pour ouvrir à la colonisation en territoire indigène 35 000 hectares nouveaux. Il s'y est opposé avec ses amis, exactement comme Urbain a bataillé très fort à l'époque, et le Parlement n'a pas donné cet argent. Donc c'était une victoire du camp pour stopper la colonisation. Là, vous imaginez, après les séquestres, après toutes les lois déjà spoliatrices, ajouter ça, c'était trop, quoi. Donc lui, il s'est battu pour ça, le roi Beaulieu. Donc il a une position à mi-chemin. Et même, il se pose la question, il distingue deux types de colonisation. Une colonisation d'exploitation, comme l'imaginait le général Menou en Égypte, d'ailleurs, le mot il vient de là, hein, quand il a pris la succession de Kléber. Et l'exemple, c'est l'Inde. Les Anglais exploitent sans peuplement. Il y a 130 000 Anglais en Inde pour une population de 300 millions d'habitants. Et une colonisation de peuplement. Alors, on dit l'Algérie, c'est entre les deux. Mais il s'aperçoit que le peuplement, comme le montre Urbain, qui était contre, et qui a essayé de limiter au maximum dans sa pensée, au moins, et va nécessairement à l'encontre des droits des indigènes. Il n'y a pas... Essayer de concilier, c'est difficile. Urbain a essayé dans ses bouquins, là, il a essayé, mais c'est très difficile. Et donc, le roi Beaulieu en est là,
Et il reste entre deux eaux, on pourrait dire, dans sa conception. Et surtout, vers la fin des fins de son séjour, comme l'explique un chercheur qui a travaillé, qui s'appelle Xavier Daumalin, ça vaut le coup de le noter quand même, il finit par dénoncer la prétendue mission civilisatrice de la France. Il faut le faire quand même. À l'époque, il faut le faire. Bon, travailler plus à fond les positions de Leroy Beaulieu sur l'Algérie, c'est un gros travail qui reste à faire pour l'essentiel, à part cette introduction qu'a fait. Ça reste à faire. Comment il voit la colonisation et en particulier l'Algérie. Parce qu'il a écrit énormément de choses là-dessus, pas simplement dans son livre, mais également dans la Revue des Deux Mondes, et puis dans les débats, et puis partout. Alors, deuxième piste, masquerée. C'est long, ça. Je prends beaucoup de temps, là. Il faudrait que j'accélère. Bon, on va essayer d'accélérer. Alors, Émile Masquerey, je l'ai déjà dit, Charles Robert Ageron le présente comme le fidèle continuateur de la pensée d'Urbain. Voire. Né en 1943, comme Leroy Beaulieu, il fait des études de lettres. Il fait l'école normale, il est nommé professeur d'histoire à Alger en 1972. En 1973, il se met à étudier l'arabe, les différentes langues berbères. Il travaille sur la philologie des dialectes berbères et il essaie de comprendre les structures sociales de la société berbère. Il fait plusieurs monographies sur le mzab, les aurès, etc. Bon, c'est un type brillant, il fait de l'excellent travail. Et il se consacre en même temps à l'archéologie. L'archéologie romaine, les vestiges romains. On verra pourquoi. Sa connaissance des Berbères, des Kabyles en particulier, et le travail qu'il a fait en Kabylie pour développer l'enseignement, fait qu'on l'a souvent, et sa kabylophilie, l'ont fait présenter comme un des propagateurs de l'idée que les Kabyles, l'idée archi répétée, que les Kabyles seraient plus facilement assimilables que... En fait, c'était pas du tout. Je renvoie simplement ceux qui veulent prétendre ça. Je renvoie à un article qu'il a écrit. Il a fait la recension d'un livre fait par un Allemand, comment dire, il s'appelle Wilhelm Kobelt, qui s'appelle Reise Erinnerungen aus Algerien und Tunis. C'est en 85, et il montre exactement le contraire. Il dit les Kabyles sont pas une race, déjà. Ils n'ont pas dans leur gène d'être sédentaires, démocratiques, etc., alors que les Arabes seraient des nomades féodaux et seraient pour la propriété collective. Il dit tout ça, c'est faux. Bon. Il reprend donc, peut-être qu'il a lu ce qu'a écrit Urbain sur le roman kabyle, où Urbain dit ça en accusant les propagateurs de ce mythe, en accusant le capitaine Carrette et puis Auguste Varnier d'ailleurs. Il le dit explicitement. Alors, il fait en 91, au moment de la commission, j'accélère parce que je ne vais pas vous... Bon, je l'écris, ça sera écrit un jour, tout ça, bien sûr, mais il y a encore du travail. Au moment de la commission sénatoriale présidée par Jules Ferry, on en reparlera, il dit « Plus je lis d'articles sur l'Algérie depuis l'ouverture de l'enquête sénatoriale en 91, plus je regrette qu'un éditeur intelligent n'ait pas réuni en 1 ou 2 volumes les articles qu'Urbain a publiés dans le journal des débats bien avant qu'on fit tant de bruit autour de nous. » Alors, cette proposition de publier ces articles est reprise par Ageron, et puis elle n'est pas... Et la Société des études Saint-Simoniennes n'y est pas insensible. On a plusieurs fois projeté de voir comment on pouvait s'y prendre pour publier ces articles, notamment La Liberté. Bref, il rappelle les positions d'Urbain, enfin,
C'est surtout, bon, je ne lis pas tout ça, mais il fait un portrait dithyrambique d'Urbain, là, hein, dans ce... Il reprend la critique que fait Urbain de la situation des indigènes. Mais il y a une différence. Il y a des différences. On sait qu'Urbain, et avec l'aile saint-simonienne qui a fait le voyage d'Égypte, a accepté la conquête comme un fait accompli. C'est le mot qui a été utilisé par Émile Barrault et par Enfantin. Regrettable, un fait accompli regrettable. Mais c'est pas des gens à prendre les choses de front, les saint-simoniens. Enfin, la tradition n'est pas dans les choses pratiques comme ça, politiques. Et finalement, ils se sont posé tout de suite le problème, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de l'Algérie? C'est une situation donnée, qu'est-ce qu'on fait pour défendre notre idée d'association, d'affamiliation, comme dit Enfantin, de familiation, comme dit de Staël, en reprenant la moitié du mot, comment on fait pour aller vers l'unité de l'espèce humaine, de regrouper ensemble. On va mener une politique d'association. Vous imaginez que l'association et la conquête, ça va pas très bien ensemble, dans la mesure où l'association suppose une égalité des associés, une égalité de droit des associés. Là, c'est un rapport de subordination. Donc, le verre est dans le fruit. La politique, évidemment, on voit tout de suite que cette politique qui a échoué avait des raisons. L'échec est contenu dans la proposition. Il aurait fallu un miracle pour qu'il en fût différemment. Alors, voilà la différence. Comment Masqueret, quand même, traite la question. Il parle à un moment des 13 siècles qui nous séparent d'avant les conquêtes arabes. Les Romains, en gros, sont remplis de guerres, de dévastations, d'essais d'empires religieux, de conquêtes brutales. Donc, il rentre dans la vision qu'avant il y avait Rome, et puis les Arabes, ça a été la catastrophe des catastrophes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit bien, nous sommes ceux de Rome. Il se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché dans la conquête romaine? Il sait très bien que la conquête romaine est arrivée avec l'édit de Caracalla, elle est arrivée à l'égalité des droits de tous les citoyens romains dans tout l'Empire. Donc il le voit bien, ça. Donc c'est à ça qu'il pense. C'est nous et les Romains, c'est pas nous et l'unité de l'espèce humaine. C'est pas la même vision que celle d'Urbain et des Saint-Simoniens. Bon, donc je passe ça, tout le monde a compris ce que je veux dire. Et d'ailleurs, à un moment, il peste en 88, il peste contre une proposition de député qui s'appelle Michelin et Gauthier, qu'il faudra aller étudier, et qui propose la citoyenneté pleine et entière pour les Algériens en conservant leur statut personnel. Alors là, il bondit. Il dit, nous n'avons pas besoin, je pense, de revenir sur l'incroyable désordre politique que comporte la proposition de ces messieurs. Environ 60 députés indigènes et un nombre proportionné de sénateurs entrant dans le Parlement, annihilant nos représentations. Enfin, là, on est dans le fantasme colonial, hein. Voilà comment derrière les esprits les plus sympathiques, il peut y avoir les obsessions les plus graves. Bon. Bien. Évidemment, Urbain n'aurait pas écrit ça. Il proposait pas ça, naturellement. C'est pas ce que proposait Urbain, qui était gradualiste par nature, mais il n'aurait jamais sauté devant une telle proposition. Il aurait dit, bon, du calme.
Bon, alors, ce qui n'a pas chez Masqueret, alors que c'est chez Enfantin, je rappelle quand même cette phrase d'Enfantin, quand même, parce que pour bien voir. Je dis donc que nous devons comprendre que nous venons chercher ici, il est en Algérie, un enseignement, faire notre éducation, nous civiliser, et que si nous avons seulement la prétention de civiliser les Arabes, nous sommes des niais présomptueux. C'est quand même pas mal, je veux dire. Alors, évidemment, on pourrait dire Enfantin, il dit n'importe quoi. C'est un peu plus compliqué. Il y a des moments, Et il dit, ce n'est qu'en recevant des Algériens beaucoup que l'on pourra leur donner d'abord quelque chose et peut-être beaucoup. Donc, Enfantin, c'est la position générale, c'est le fond du fond de la pensée. Qu'ensuite, ça soit difficile à appliquer, qu'on fasse tous les compromis, qu'on fasse toutes les étapes, bien sûr. Et c'est là qu'ils se perdent, les Saint-Simoniens, et urbains en particulier. Mais c'est quand même la spinta, la poussée, ce qui les pousse, c'est ça. Alors, il n'y a pas d'idée de réciprocité chez Masqueret, il y en a une chez Urbain. Bon, je passe à Jules Ferry, puisque je suis quand même... Alors, Jules Ferry, c'est très étonnant, on n'est pas habitué à ça, on s'y attend pas. Jules Ferry, qui a fait son discours de 85 sur les races supérieures qui ont le droit et le devoir d'apporter aux races inférieures, etc. Formule, je rappelle, qui est de Renan, qui a été reprise par tout le monde, mais elle est de Renan. On est très étonné que cette formule qui a été reprise, qui a reçu une réponse au vitriol de Clémenceau, d'ailleurs, à la Chambre, hein. On est très étonné de son attitude en Algérie. En 87, il visite l'Algérie, guidé par Masqueret, et il découvre l'abomination des abominations, quoi. Et il tombe vraiment sur le derrière. Et, étant sénateur, il propose une commission sénatoriale qui fasse l'étude de ce qui se passe en Algérie. Et c'est ce qui se fait. Et 7 sénateurs se promènent en Algérie, 53 jours en 92, du 19 avril au 16 juin. Ils parcourent 4000 km, recueillent des quantités d'avis, pas simplement des colons, mais de tous les Algériens qui le veulent, que ce soit les assimilés. À l'époque, il y avait des jeunes Algériens qui cherchent l'assimilation, mais aussi des Gémas, dans les territoires indigènes, etc. Ils vont partout. C'est vraiment un travail sérieux. Et il fait un rapport. Et Ageron dit, comme Napoléon, il pensait à l'assimilation et puis il s'apercevait que c'était une vaste bêtise. Et il dit, informé par le travail de Leroy-Beaulieu et de Masqueret, et de l'exemple anglais en Inde, et j'ajouterai l'expérience récente de la Tunisie, où il parle de l'intelligence du protectorat, Ferry, s'aperçoit que c'est bien meilleur comme système, ce qui n'empêche pas que l'histoire a balayé le statut algérien et le statut tunisien, et le marocain et les autres. Bien. Voilà ce que dit Jules Ferry. Bien rares sont les colons pénétrés de la mission éducatrice et civilisatrice, bon, naturellement. Ils ne comprennent guère vis-à-vis de ces 3 millions d'hommes que la compression, c'est-à-dire l'oppression, on dirait aujourd'hui, ils proclament la race vaincue, incorrigible et non éducable. Il est difficile de faire entendre aux colons européens qu'il existe d'autres droits que les siens en pays arabes et que l'indigène n'est pas une race taillable et corvéable à merci. Bon, c'est de la littérature. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Ageron, il s'amuse à collationner les déclarations d'Urbain, les déclarations de Jules Ferry. Ça ressemble. Si Jules Ferry l'a pas lu directement, il l'a lu indirectement par Leroy-Beaulieu et par Masqueret, effectivement. Aussi recommandait-il à ses collègues une politique
d'en finir avec la politique d'assimilation, dont il avait été l'artisan, hein, notamment dans l'école. Et dans l'école, qu'est-ce qu'il propose? Il propose un système d'éducation, d'instruction musulmane. C'est-à-dire, il revient exactement à la proposition qu'a fait Urbain dans la loi de 1950, c'est lui qui l'a écrite, et qui a été supprimée par la Troisième République, qui a été complètement balayée. Et il revient donc... Bon, je ne cite pas tout ça, c'est pas la peine. Dans le domaine économique, il appelle à cesser les expropriations des indigènes, supprimer la loi forestière, dont j'ai parlé, qui étrangle, supprimer les impôts qui ne profitent qu'aux colons, donc c'est pas rien, enfin il met à bas toute la politique du point de vue économique. La scolarité, j'en parle, il demande la restauration de la justice cadiale, parce que Urbain montre que devant les tribunaux français, répressifs, les indigènes sont époustouflés de voir la sévérité, que la justice qu'on montre complètement, complètement étrangère et aléatoire chez les Algériens, elle était beaucoup plus cool, on pourrait dire aujourd'hui. Donc la justice française est très dure. Et du point de vue administratif, il demande l'éclatement des communes de plein exercice pour que les Algériens ne soient pas à la merci des colons, etc., etc., etc. Mais c'est évidemment, il ne revient pas sur le code de l'indigénat, hein. Faut signaler, il n'est pas téméraire. Ce qui reste de Jules Ferry, c'est quand même la fin du régime institutionnel, c'est-à-dire l'orientation générale de la politique, c'est la fin de l'assimilation et des rattachements, et on pourrait dire un système, il revient au protectorat, il revient au régime de Napoléon, enfin, ce que Napoléon a mis sous le titre de royaume arabe. Bon, tout le monde le remarque à l'époque. Même c'est dénoncé par les colons, qui disent « retour à la politique de royaume arabe, c'est insensé », etc. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe après ces dénonciations? Je termine, là, comme ça. Ça, vous allez être soulagés. C'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut dire que tout ce travail de Jules Ferry, de la commission, qui a fait du bruit dans la politique, ça n'a eu pratiquement aucun effet. Chez les Français, alors, si ça a encouragé des Français dans leur indigénophilie, on pourrait dire, des gens comme à la Chambre, ça a enhardi des critiques, comme celle du docteur Grenier, et qui, vous imaginez aujourd'hui, qui vient à la Chambre en 95, en burnous, et puis turban, le député du Doubs, ça alors. Ou bien, un peu plus tard, même depuis l'époque, c'est Albin, comment il s'appelle? Albin Rosé, oui, voilà, Albin Rosé, député de la Haute-Marne, de 89 à 1915, et qui incessamment essaie de faire appliquer ses positions du rapport Ferry, etc. Dans son livre sur la France et ses musulmans, Sadek Selam, il consacre quelques pages en parlant, en utilisant l'épithète d'islamo-juste pour ces gens. Et puis, il y a évidemment une incidence dans la politique, on ne le sait pas, comme Jean Jaurès, qui propose en 92, effectivement, la même chose que les députés qu'on avait vus tout à l'heure, il propose la pleine citoyenneté pour les Algériens. Mais ça n'a pas été une politique vraiment suivie, disons. C'est pas lui qui a suivi la chose. Chez les Algériens,
On a en 94 un journal des jeunes éduqués dans l'école française, des jeunes algériens qui sont carrément assimilationnistes, notamment dans le journal El Hak de Beaune, qui sort 20 numéros en 93-94. Curieusement, le jour où ils se mettent à publier des pages en arabe, ils sont interdits. Alors, j'ai pas la raison officielle, mais il faut pas oublier qu'à l'époque, la langue arabe est considérée comme langue étrangère par les tribunaux français et que les préfets ont par décret la possibilité d'interdire des publications étrangères. Donc voilà, on est dans... Alors que ces gens, ils réclament simplement l'assimilation. Ils font une propagande en disant « Mais non, vous avez tort de dire que les Arabes sont ceci, les Arabes... » Mais non, ils sont éducables, ils veulent la civilisation française. Eh ben non, pas vous. Pas vous, pas ça. C'est ça la réaction des autorités. C'est terrible, hein? Voilà. Et puis la politique officielle, alors c'est ma conclusion ici, il y a une apparence là aussi, c'est celle qui est définie par le ministère en 1905, qui dit « Notre politique coloniale a définitivement brisé avec les erreurs de l'assimilation. » Ah bon? La mentalité... Alors, qu'est-ce qu'il en tire? Il l'est pour l'association. Mais ce qui avant était l'assimilation était un cache-misère de l'assujettissement, maintenant l'association est la justification de la séparation et de l'infériorité de statut. Donc on est exactement dans la même situation. Les mots changent, la théorie change, mais on est toujours dans la caisse à double fond, elle fait simplement un tour à 180 degrés, mais sous le fond, il y a toujours la même situation. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que ça servira de conclusion. Ah oui, je voudrais quand même un petit mot. Alors on peut se demander pourquoi des gens comme Clémenceau, qui avait fait profession, et Camille Pelletan, qui avait fait profession de voix anticoloniale en 85, et d'ailleurs qui, dans le journal La Justice, et ensuite prennent des positions, notamment en 1901-2 sur l'affaire de Marguerite, l'affaire de l'insurrection de Marguerite, ont des positions très belles, même d'autres journaux, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait davantage. Bien, je pense qu'il faut ici... il y a la force du préjugé sur la classe politique, mais il y a aussi la crainte, parce qu'on est en pleine période antisémite en Algérie. Vous savez que sur 5 députés, 4 sont antisémites, ouvertement, et Drummond est député d'Alger. Et il y a plein de journaux qui s'appellent les nouvelles anti-juives, le colon anti-juif, l'anti-juif, il y a une littérature abondante, et je pense que, c'est une possibilité que les métropolitains craignent les colons. Ils craignent, et les autres abusent du chantage à la sécession. Et est-ce que c'est une réalité? C'est quelque chose qu'il faudrait étudier, mais en tout cas, dans la politique gouvernementale, on lâche la bride aux colons de peur d'une sécession qui affaiblirait la France dans la querelle avec l'Allemagne, qui est une querelle vraie. On a besoin de l'Empire, on a besoin de ses troupes, on verra comment elles sont utilisées en 1914-18. Et puis donc on laisse faire, on les laisse faire, on leur donne, on les tolère, on tolère leurs caprices qui sont une catastrophe pour les Algériens. Voilà.